Avant de commencer, abonnez-vous à Du Conflit et activez la cloche pour ne jamais manquer nos récits de guerre extraordinaires. Le conflit, la bataille de Midway. 4 juin 1942, 10h24 du matin. Océan Pacifique, 240 milles nautiques au nord-ouest de l'atoll de Midway. Je m'appelle Wade McCluskey, commandant de l'aviation embarquée, et depuis mon cockpit à 4200 mètres d'altitude, je contemple une scène qui aurait dû être impossible. 4 porte-avions japonais naviguent en formation diamant parfaite. Leurs ponts d'envol sont bondés d'avions armés. Des lignes de carburant serpentent sur les planches de bois. Des chariots de munitions sont positionnés près des bombardiers en attente. Chaque appareil se prépare au décollage. Les porte-avions se trouvent dans leur état le plus vulnérable. Si vous appréciez ce type de récit historique détaillé, n'oubliez pas de vous abonner à Du Conflit et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses des grandes batailles qui ont façonné notre monde. Mais revenons à ce moment crucial. Ce que je vois ne devrait pas se produire. J'ai passé les 2 dernières heures à scruter un océan vide. Mes jauges de carburant descendent dangereusement vers zéro. 32 bombardiers en piqué me suivent vers ce qui ressemble à un échec certain. La flotte japonaise ne se trouve pas où nos services de renseignement l'avaient prédit. Nos escadrons de l'Enterprise et du Hornet se sont séparés. L'escadron de torpilleurs numéro 8 a déjà été anéanti. Tous les avions abattus. Un seul homme a survécu. L'attaque américaine s'effondre sous mes yeux. Mais il y a 30 minutes, j'ai pris une décision qui changera le cours de la guerre du Pacifique. Lorsque j'ai atteint le point d'interception prévu et trouvé seulement de l'eau vide, je n'ai pas fait demi-tour. Au lieu de cela, j'ai repéré un destroyer japonais solitaire fonçant vers le nord-est à pleine vitesse. Le destroyer Arashi avait été en train de lancer des charges de profondeur contre le sous-marin Nautilus et rejoignait maintenant la flotte principale. J'ai fait un bond intuitif. J'ai suivi le sillage du destroyer. Maintenant, alors que je m'apprête à piquer, je suis sur le point de porter un coup qui détruira la suprématie navale japonaise en 5 minutes de violence dévastatrice. Les Japonais n'ont aucune idée que des bombardiers en piqué américains sont au-dessus d'eux. Ils n'ont pas de radar. Leur patrouille aérienne de combat composée de chasseurs zéro est au niveau de la mer, venant tout juste de finir de massacrer nos torpilleurs américains. Le ciel au-dessus des porte-avions est complètement sans défense. Ce qui va se passer dans les 5 prochaines minutes sera plus tard décrit par l'amiral Chester Nimitz comme le moment qui a décidé du sort de la flotte du Pacifique et des forces à Midway. Il est 10h24 du matin. Je bascule mon SBD Dauntless dans un piqué à 70 degrés. 31 autres bombardiers en piqué me suivent. Le guetteur japonais hurle son avertissement quelques secondes trop tard. Pour comprendre pourquoi ces 5 minutes comptent si profondément, vous devez comprendre ce que le Japon croyait de lui-même et ce qu'il avait accompli dans les 6 mois depuis Pearl Harbor. L'Empire japonais au début de 1942 se considérait invincible. Les statistiques semblaient le prouver. Depuis le 7 décembre 1941, les forces japonaises ont conquis une zone plus grande que l'Europe. Ils ont pris Hong Kong en 18 jours, Manille en 26 jours, Singapour en 70 jours. Ils ont chassé les Britanniques de Malaisie, les Néerlandais d'Indonésie, les Américains des Philippines. Le Kido Butte, la force de frappe des porte-avions japonais, n'avait jamais été vaincu. Il avait coulé 5 cuirassés à Pearl Harbor. Il avait attaqué Darwin en Australie. Il avait chassé la flotte orientale britannique de l'océan Indien, coulant le porte-avions Hermès et 2 croiseurs. Partout où les porte-avions japonais allaient, il apportait la destruction. Leurs pilotes étaient les plus expérimentés du monde, vétérans des combats en Chine depuis 1937. Leurs chasseurs Mitsubishi Zero surpassaient tous les chasseurs alliés dans le Pacifique. Leurs bombardiers torpilleurs et bombardiers en piqué s'étaient révélés dévastateurs contre chaque cible. La doctrine navale japonaise mettait l'accent sur l'esprit offensif, la suprématie de l'attaque, l'inévitabilité de la victoire par un entraînement supérieur et un esprit combatif. Le concept de Yamato Damashi, l'esprit du Japon, était censé surmonter tout désavantage matériel. Les officiers japonais croyaient que leur force était simplement meilleure que les Américains. Mieux entraînés, plus expérimentés, plus dévoués, prêts à mourir pour l'empereur. L'amiral Isoroku Yamamoto, commandant de la flotte combinée, avait conçu l'opération Midway pour terminer ce que Pearl Harbor avait commencé. Le plan était élégant dans son ambition. Une attaque de diversion sur les îles Aléoutiennes détournerait l'attention américaine vers le nord. Ensuite, la force principale, la flotte la plus puissante que le Japon ait jamais assemblée, frapperait Midway et attirerait les porte-avions américains dans une bataille décisive. Les Japonais les écraseraient avec une force écrasante. Les chiffres semblaient écrasantes. Yamamoto avait assemblé plus de 200 navires pour l'opération Midway. 4 porte-avions de flotte, 2 porte-avions légers, 11 cuirassés, 16 croiseurs, 46 destroyers, 15 sous-marins. Les porte-avions Akagi, Kaga, Soryu et Hiryu transportaient 248 avions, les aviateurs navals les plus expérimentés du monde. Le cuirassé Yamato, navire amiral de la flotte combinée, déplaçait 72 000 tonnes et portait 9 canons de 460 mm, les plus gros canons navals jamais construits. Contre cette armada, nous, les Américains, pouvions rassembler 3 porte-avions, 8 croiseurs, 15 destroyers. Le porte-avions Yorktown avait été endommagé à la mer de Corail et aurait dû nécessiter 3 mois de réparation. Les mécaniciens du chantier naval de Pearl Harbor l'ont rafistolé en seulement 3 jours, suffisamment bon pour une bataille de plus.
La force américaine était en infériorité numérique dans toutes les catégories sauf une. Nous savions que les Japonais arrivaient. Le commandant Joseph Rochefort et son équipe de décrypteurs à la station Hippo à Pearl Harbor avaient déchiffré le code naval japonais. Ils connaissaient la cible, c'était Midway. Ils connaissaient la date, le 4 juin. Ils connaissaient la composition de la force japonaise et leur route d'approche. L'amiral Nimitz avait positionné nos porte-avions au nord-est de Midway, cachés et en attente. Mais savoir que l'ennemi arrivait ne garantissait pas la victoire. Les attaques américaines du matin du 4 juin avaient été désastreuses. Les chasseurs des marines de Midway avaient été massacrés par les Zéros. Les bombardiers B-17 de l'armée attaquant à haute altitude n'ont marqué aucun coup. Les bombardiers en piqué des marines qui ont mené leurs attaques au plus près ont été abattus en flammes. Les torpilleurs des 3 porte-avions américains ont attaqué séparément, sans escorte de chasseurs, sans coordination. L'escadron de torpilleurs 8 du Hornet a vu ses 15 avions détruits. Seul Ensigne Georges Gué a survécu, flottant dans le Pacifique en regardant la bataille faire rage autour de lui. Sur 41 torpilleurs américains qui ont attaqué les porte-avions japonais, seulement 6 sont revenus à leur navire. Pas un seul n'a marqué un coup au but avec une torpille. Les attaques semblaient suicidaires et futiles. Les chasseurs Zéro japonais plongeaient d'en haut, leurs canons de 20 mm déchiquetant les lents TBD Devastator obsolètes. Le tir antiaérien remplissait le ciel de rafales noires. Les torpilles américaines, affligées de défauts, passaient sous leur cible ou ne parvenaient pas à exploser. Sur la passerelle du porte-avions Akagi, le commandant Mitsuo Fuchida regardait les attaques américaines avec un mépris mêlé de respect. Fuchida avait mené l'attaque de Pearl Harbor. Il avait commandé le groupe aérien qui a détruit la rangée de cuirassés. Il comprenait l'aviation de combat aussi bien que n'importe quel homme vivant. Le courage des équipages de torpilleurs américains l'impressionnait, mais leurs attaques avaient été futiles. Aucun porte-avions n'était endommagé. Les Américains gaspillaient leurs avions et leurs équipages pour rien. Ce que Fuchida ne réalisait pas, c'est que ces attaques suicidaires de torpilleurs avaient accompli quelque chose de crucial. Elles avaient attiré la patrouille aérienne de combat japonaise au niveau de la mer. Des dizaines de chasseurs Zéro grouillaient bas au-dessus de l'eau, finissant les derniers torpilleurs américains. Chaque chasseur japonais était en bas, leur pilote concentré sur la menace immédiate. Personne ne surveillait le ciel au-dessus. À 10h20 du matin sur l'Akagi, l'amiral Shuichi Nagumo a donné l'ordre de lancer la contre-attaque contre les porte-avions américains. Les éclaireurs japonais avaient finalement localisé la flotte américaine. Nagumo allait les détruire. Sur le pont d'envol de l'Akagi, 36 avions étaient en position de lancement, moteurs en chauffe, bombardiers en piqué et torpilleurs, tous armés et ravitaillés, prêts à dévaster les porte-avions américains. Sur le Kaga, 30 avions attendaient. Sur le Soryu, 21 autres. La force de contre-attaque japonaise totalisait 87 avions, assez pour couler tous les porte-avions américains. L'amiral Nagumo était confiant. Ces porte-avions venaient de repousser des attaques massives. Ses pilotes avaient abattu des dizaines d'avions américains. Maintenant, il était temps de riposter. Les grands porte-avions ont commencé à tourner face au vent. Dans 5 minutes, tous les avions seraient lancés. La destruction de la force de porte-avions américaine commencerait. Puis nous sommes arrivés, les bombardiers en piqué. Mon appel radio était simple, attaquer. Je bascule dans mon piqué à 10h24 du matin. Derrière moi, 31 autres Dauntless bombardiers en piqué plongent. Nous tombons de 4200 mètres à 420 km/h, hurlant vers le bas à des angles de 70 degrés. Les Japonais n'ont pas le temps de réagir. Les canons antiaériens qui avaient dévasté les torpilleurs volants bas ne peuvent pas s'élever assez rapidement pour suivre les bombardiers en piqué. Les chasseurs Zéro sont à des kilomètres et des milliers de pieds trop bas. Les porte-avions japonais, venant de tourner face au vent pour les opérations de lancement, ne peuvent pas manœuvrer. Ils sont des cibles parfaites. À 750 mètres, nous larguons nos bombes. Des bombes perforantes de 225 kg avec des fusées retardées conçues pour pénétrer le pont d'un navire avant d'exploser. Les bombes tombent pendant 4 secondes avant l'impact. Ces 4 secondes ont décidé de la guerre. La première bombe touche le Kaga à 10h25 du matin. Elle frappe juste après la superstructure de l'îlot. L'explosion fait détonner le carburant d'aviation et les bombes armées sur le pont d'envol. Une deuxième bombe touche près de l'ascenseur avant. Une troisième touche le côté bâbord. Une quatrième frappe la passerelle, tuant le capitaine Jisaku Okada et la plupart des officiers supérieurs. En 60 secondes, le Kaga se transforme d'un navire de guerre puissant en bûcher funéraire. Simultanément, 3 avions de la section du lieutenant Richard Best plongent sur l'Akagi. La formation avait été confuse. Presque tous les bombardiers en piqué avaient attaqué le Kaga. Best a sorti ses 2 ailiers de leur piqué et s'est dirigé vers le deuxième porte-avions. Sa bombe touche l'Akagi précisément au milieu du navire, pénétrant le pont d'envol et explosant dans le pont-hangar. L'onde de choc fait détonner les torpilles et les bombes stockées là. Des explosions secondaires déchirent le navire. Le commandant Fuchida, debout sur la passerelle de l'Akagi, entend le cri des bombardiers en piqué quelques secondes avant l'impact. Il lève les yeux pour voir 3 avions noirs plongeant vers son navire. Un terrible silence plane sur le navire pendant un instant. Puis la première bombe frappe. L'explosion le soulève de ses pieds. La fumée et les flammes jaillissent du pont-hangar. Il regarde avec horreur alors que le Kaga et le Soryu s'enflamment également. 3 porte-avions brûlant simultanément.
La scène est, selon ses mots, horrible à contempler. Le troisième porte-avions, le Soryu, est attaqué par des bombardiers en piqué du Yorktown. Le commandant Max Leslie mène 17 avions dans une attaque parfaitement exécutée. 3 bombes touchent le Soryu en succession rapide. La première touche près de l'ascenseur avant, la deuxième au milieu du navire, la troisième à l'arrière. Le carburant d'aviation s'enflamme. Les bombes et les torpilles explosent. En quelques minutes, le Soryu est une épave en flammes, son équipage abandonnant le navire. L'attaque a duré 5 minutes. Quand elle était terminée, 3 porte-avions de flotte japonais étaient mortellement blessés. L'Akagi, navire amiral de la force de frappe des porte-avions, brûlait hors de contrôle. Le Kaga, vétéran de Pearl Harbor et de chaque opération japonaise majeure, était consumé par les explosions. Le Soryu, le plus petit des porte-avions de flotte, était englouti par les flammes. Plus de 240 avions ont été détruits, soit brûlés sur les ponts d'envol, soit piégés dans les ponts hangars en dessous. Plus de 700 pilotes et membres d'équipage hautement entraînés étaient morts ou allaient mourir dans les incendies. Les statistiques de ce qui venait d'être détruit étaient stupéfiantes. Ces 3 porte-avions représentaient les 2 tiers de la force de porte-avions de flotte du Japon. Ils avaient participé à toutes les opérations navales japonaises majeures depuis Pearl Harbor. L'Akagi déplaçait 36 000 tonnes et pouvait transporter 91 avions. Le Kaga déplaçait 38 000 tonnes et transportait 90 avions. Le Soryu déplaçait 18 000 tonnes et transportait 71 avions. Ensemble, ils avaient été le cœur de la puissance aérienne navale japonaise. Les pilotes et membres d'équipage perdus en ces 5 minutes ne pouvaient pas être remplacés. Le Japon avait formé ces hommes pendant des années. Ils avaient une expérience de combat remontant à la guerre de Chine en 1937. Les pilotes de torpilleurs pouvaient placer leurs armes à quelques pieds de leur cible. Les pilotes de bombardiers en piqué pouvaient toucher des navires en mouvement depuis 3600 mètres. Les pilotes de chasse avaient détruit des avions alliés au-dessus de la Chine, Pearl Harbor, les Philippines, les Indes orientales néerlandaises, Ceylan. Ce n'était pas seulement de l'équipement qui brûlait. C'était la connaissance institutionnelle, la compétence accumulée, l'expérience irremplaçable qui partait en flammes. Ce qui rendait le désastre encore pire, c'était le timing. Si l'attaque américaine était venue 10 minutes plus tôt, de nombreux avions japonais auraient encore été dans les ponts hangars où ils étaient quelque peu protégés. Si l'attaque était venue 10 minutes plus tard, la plupart des avions auraient été lancés et les ponts des porte-avions auraient été relativement dégagés. Mais nous, les bombardiers en piqué américains, sommes arrivés au pire moment possible. Chaque porte-avions avait son pont bondé d'avions complètement ravitaillés et complètement armés. Les ponts d'envol étaient devenus des magasins de bombes. L'amiral Nagumo, secoué par l'explosion, a tenté de maintenir le commandement depuis la passerelle de l'Akagi, mais les incendies se propageaient. La fumée remplissait la passerelle. À 10h46 du matin, il abandonna le navire, descendant par une corde pour échapper aux flammes. Son état-major le suivit. Ils se transférèrent au croiseur léger Nagara. De là, Nagumo ne pouvait que regarder sa force de frappe brûler. Sur l'Akagi, les équipes de contrôle des dégâts se battaient désespérément. Le capitaine Tejiro Aoki est resté sur la passerelle essayant de reprendre le contrôle de son navire, mais les incendies ne pouvaient pas être contenus. Des explosions secouaient le porte-avions alors que le carburant d'aviation et les munitions détonnaient. Le pont hangar est devenu un enfer. Les hommes piégés sous les ponts sont morts dans les flammes ou ont sauté dans la mer. L'officier de l'air a regardé Fushida et a dit qu'il ne pourrait pas rester sur la passerelle beaucoup plus longtemps. Fushida, déjà blessé par une appendicectomie avant la bataille, ne pouvait que regarder le porte-avions qui avait mené l'attaque sur Pearl Harbor mourir. 267 hommes ont péri à bord de l'Akagi. Le sort du Kaga était similaire. Les multiples impacts de bombes avaient créé des incendies qui faisaient rage hors de contrôle. Les systèmes de contrôle des dégâts du porte-avions avaient été conçus pour des impacts uniques, pas pour des explosions simultanées multiples. Les conduites d'eau se sont rompues. L'alimentation a échoué. Les communications entre les ponts ont été coupées. Les hommes ont combattu les incendies sans eau, sans électricité, sans coordination. La gîte du navire augmentait à mesure que l'eau inondait les compartiments inférieurs. Dans l'après-midi, l'ordre a été donné d'abandonner le navire. 81 hommes sont morts à bord du Kaga. Le Soryu a subi la mort la plus rapide. Le capitaine Ryuzaku Yanagimoto a refusé de quitter son navire. Son officier exécutif et d'autres l'ont supplié d'abandonner le porte-avions en flammes. Il a refusé. Il coulerait avec son navire. La coque du Soryu était relativement mince comparée au plus grand porte-avions. Les incendies brûlaient à travers les cloisons plus rapidement. Le navire a développé une gîte sévère. À 19h13 le 4 juin, le Soryu s'est retourné et a coulé, emmenant le capitaine Yanagimoto et 71 membres d'équipage avec lui. Mais un porte-avions japonais restait. Le Hiryu avait été à plusieurs kilomètres au nord des 3 autres porte-avions pendant l'attaque américaine. Il avait échappé à la dévastation. Le contre-amiral Tamon Yamaguchi commandant le Hiryu a immédiatement préparé une contre-attaque. À 10h50 du matin, pendant que les 3 autres porte-avions brûlaient, le Hiryu a lancé 18 bombardiers en piqué escortés par 6-0. À 13h30, ces avions ont trouvé et attaqué le Yorktown, marquant 3 impacts de bombes qui l'ont incendié et ont mis hors service ses chaudières. Le Hiryu a lancé une deuxième frappe à 14h30.
18 torpilleurs escortés par 6-0 ont trouvé le Yorktown à 14h45 et ont marqué 2 impacts de torpilles. Les dégâts étaient catastrophiques. Le Yorktown a pris une gîte sévère. À 15h, le capitaine Elliot Buckmaster a ordonné l'abandon du navire. Le porte-avions qui avait été rafistolé en 72 heures, qui avait contribué des bombardiers en piqué à la frappe qui a détruit 3 porte-avions japonais, était maintenant mort dans l'eau. Mais la vengeance américaine fut rapide. Des avions de reconnaissance du Yorktown ont localisé le Hiryu. À 17h, des bombardiers en piqué de l'Enterprise ont attaqué. 24 bombardiers Dauntless sont plongés sur le dernier porte-avions japonais. 4 bombes ont touché le Hiryu, 2 près de l'ascenseur avant, 2 au milieu du navire. Les bombes ont déclenché des incendies qui se sont rapidement propagés. Le carburant d'aviation s'est enflammé. Le pont-hangar est devenu une masse de flammes. À 18h30, le Hiryu brûlait hors de contrôle, son pont d'envol un désordre tordu de métal en feu. L'amiral Yamaguchi a refusé de quitter son navire amiral. Lui et le capitaine Tomeo Kaku sont restés à bord du porte-avions en flammes, préférant la mort au déshonneur de la survie après la défaite. À 2h30 du matin le 5 juin, le Hiryu a été sabordé par des torpilles de destroyers japonais. Yamaguchi et Kaku sont descendus avec leur navire avec 392 officiers et hommes. L'ampleur de la défaite japonaise était presque incompréhensible. En un jour de bataille, le Japon avait perdu 4 porte-avions de flotte, tous 4 vétérans de Pearl Harbor. L'Akagi, le Kaga, le Soryu et le Hiryu étaient partis. Avec eux sont partis 248 avions et environ 3000 hommes, y compris beaucoup des pilotes et membres d'équipage les plus expérimentés de la marine impériale. La force de frappe qui avait dominé le Pacifique pendant 6 mois avait été anéantie. L'impact psychologique était dévastateur. Les officiers de marine japonais avaient cru que leur formation, leur expérience, leur esprit combatif les rendaient invincibles. Ils avaient conquis la moitié du Pacifique en 6 mois. Ils n'avaient jamais été vaincus dans un engagement de flotte majeure. Et maintenant, en une matinée, le cœur de leur force de porte-avions avait été détruit par une flotte américaine numériquement inférieure. Le commandant Fushida, se remettant de ses chevilles cassées à bord du destroyer qu'il a secouru de l'Akagi, a immédiatement compris ce qui s'était passé. Le Japon avait perdu la guerre. Pas la bataille, mais la guerre. La marge de supériorité aérienne navale qui avait permis les conquêtes du Japon était partie. Les pilotes expérimentés qui ne pouvaient pas être remplacés étaient morts. Les porte-avions qui nécessitaient des années à construire étaient au fond du Pacifique. Le Japon ne se remettrait jamais de cette seule journée de perte. Le contraste avec les pertes américaines était frappant. Les États-Unis ont perdu un porte-avions, le Yorktown, qui était déjà endommagé et n'aurait pas dû être dans la bataille. Le destroyer Aman a été coulé par un sous-marin japonais lors des opérations de sauvetage sur le Yorktown. Les pertes totales d'avions américains étaient de 147 appareils. Les pertes totales en personnel étaient de 307 hommes. Le ratio d'échange était catastrophique pour le Japon. 4 porte-avions pour 1, 248 avions pour 147, environ 3000 hommes pour 307. La vraie différence était la capacité industrielle. Les États-Unis pouvaient remplacer leurs pertes. Le Japon ne le pouvait pas. Le Yorktown était l'un des 7 porte-avions américains en service. 2 autres, l'Essex et l'Indépendance, seraient mis en service avant la fin de 1942. À la fin de 1943, les États-Unis mettraient en service 13 porte-avions de flotte et 9 porte-avions légers. À la fin de la guerre, la marine des États-Unis exploitait plus de 100 porte-avions de tout type, y compris des porte-avions de flotte, des porte-avions légers et des porte-avions d'escorte. Le Japon ne pouvait pas égaler cette production. Les chantiers navals japonais pouvaient construire peut-être un porte-avions par an dans des conditions idéales. La base industrielle était trop petite. Les ressources étaient limitées. La main-d'œuvre qualifiée était insuffisante. Le Japon avait commencé la guerre avec 6 porte-avions de flotte et 4 porte-avions légers. Après Midway, 4 des porte-avions de flotte étaient partis. Les 2 porte-avions de flotte endommagés à la mer de Corail, le Shokaku et le Zuikaku, ne reviendraient pas en service pendant des mois. La force de porte-avions du Japon était paralysée. Les pertes de pilotes étaient encore plus dévastatrices. La formation de l'aviation navale japonaise prenait des années pour produire des pilotes prêts au combat. Les normes étaient extrêmement élevées. Le taux d'échec était sévère. Le Japon avait peut-être 1500 pilotes de porte-avions hautement entraînés au début de la guerre. Après Midway, peut-être 1000 restaient, et le pipeline de formation ne pouvait pas produire de remplaçants assez rapidement. En 1944, les groupes aériens de porte-avions japonais seraient remplis de pilotes minimalement entraînés pilotant des avions obsolètes contre des pilotes américains avec des centaines d'heures de formation dans les avions les plus avancés du monde. L'amiral Yamamoto, commandant depuis le cuirassé Yamato à des centaines de kilomètres, a reçu la nouvelle du désastre avec incrédulité. Il avait assemblé plus de 100 navires pour l'opération Midway, la flotte la plus puissante que le Japon ait jamais envoyée au combat. Il avait prévu d'anéantir les porte-avions américains. Au lieu de cela, sa propre force de porte-avions avait été détruite. À 2h55 du matin le 5 juin, Yamamoto a émis l'ordre d'abandonner l'opération Midway et de se retirer. La flotte d'invasion s'est tournée vers la maison. Le retrait était humiliant. La force de débarquement qui était censée occuper Midway ne s'est jamais approchée. Les cuirassés qui étaient censés bombarder l'île jusqu'à la soumission n'ont jamais tiré un coup.
Les sous-marins qui étaient censés intercepter les porte-avions américains étaient mal positionnés. L'attaque de diversion sur les Aléoutiennes n'a rien accompli sauf l'occupation de 2 îles désertes que le Japon abandonnerait un an plus tard. Les forces américaines ont poursuivi la flotte japonaise en retraite. Le 6 juin, des bombardiers en piqué de l'Enterprise et du Hornet ont trouvé les croiseurs lourds Mogami et Mikuma. Les 2 navires étaient entrés en collision pendant le retrait chaotique de nuit. Le Mikuma était ralenti à 12 nœuds. Les bombardiers en piqué américains ont attaqué à plusieurs reprises. Le Mikuma a été touché par 5 bombes et a coulé cet après-midi-là. Le Mogami a été gravement endommagé mais a survécu. Le croiseur passerait un an en réparation. La bataille de Midway était terminée. Les conséquences stratégiques étaient immédiates et permanentes. Le Japon avait perdu l'initiative stratégique. Les conquêtes étaient terminées. À partir du 4 juin 1942, le Japon serait sur la défensive. Les Américains choisiraient où et quand attaquer. Les Japonais réagiraient, toujours avec des forces insuffisantes, toujours luttant pour concentrer leur puissance aérienne de porte-avions restante. 2 mois après Midway, les forces américaines ont débarqué sur Guadalcanal. Cela a commencé une campagne qui durerait 6 mois et drainerait encore plus la puissance aérienne japonaise. Les porte-avions Shokaku et Zuikaku ont participé aux batailles autour de Guadalcanal. Les 2 ont survécu, mais leurs groupes aériens ont été décimés. À la fin de la campagne de Guadalcanal, le Japon avait perdu des centaines de pilotes et d'avions supplémentaires. Le pipeline de formation ne pouvait pas suivre le rythme. À la mi-1943, les groupes aériens de porte-avions japonais étaient des ombres de ce qu'ils avaient été. Le déclin était implacable. À la bataille de la mer des Philippines en juin 1944, les avions de porte-avions japonais ont attaqué la flotte américaine dans ce que les pilotes américains ont appelé la grande chasse aux dindes des Mariannes. Plus de 300 avions japonais ont été abattus en une seule journée. Les pilotes qui ont volé ces missions avaient une formation minimale, une expérience minimale. Ils ont volé dans un tir antiaérien concentré et ont été interceptés par des chasseurs américains dirigés par radar. Le massacre était total. En octobre 1944, lorsque la force de porte-avions japonaise a fait sa dernière apparition à la bataille du golfe de Leyte, les porte-avions étaient des coquilles vides. Ils transportaient peu d'avions et n'avaient pas de pilotes expérimentés pour les piloter. Les porte-avions ont été utilisés comme leurres, naviguant vers le nord pour attirer l'attention américaine pendant que les cuirassés japonais tentaient d'attaquer les plages d'invasion. Le leurre a fonctionné. L'amiral William Halsey a mordu à l'hameçon et a poursuivi les porte-avions japonais vers le nord, mais les porte-avions d'escorte américains et les destroyers ont arrêté les cuirassés japonais. Les porte-avions qui avaient été des leurs ont été coulés par des frappes aériennes américaines. Cela n'a fait aucune différence. Ils n'avaient pas d'avions à lancer. Le chemin de Midway à la défaite japonaise était clair et inévitable. Sans supériorité aérienne des porte-avions, le Japon ne pouvait pas défendre ses territoires conquis. Sans les territoires, le Japon ne pouvait pas accéder aux ressources, en particulier le pétrole, qui soutenait sa machine de guerre. Sans ressources, la production industrielle déclinait. Sans production industrielle, l'armée ne pouvait pas remplacer les pertes. La spirale était irréversible. Ma décision de continuer la recherche quand mon carburant était faible, de suivre le sillage du destroyer Arashi, d'attaquer précisément au moment où les porte-avions japonais étaient les plus vulnérables avait mis cette spirale en mouvement. L'amiral Nimitz a déclaré plus tard que mon jugement avait décidé du sort de la force opérationnelle des porte-avions et des forces à Midway. Sans cette décision, sans les 5 minutes de dévastation à 10h24 du matin le 4 juin, la guerre du Pacifique aurait pu durer des années de plus. Les officiers japonais qui ont survécu à Midway ont compris ce qui avait été perdu. Le capitaine Fushida écrirait plus tard que la bataille avait condamné le Japon. Le vice-amiral Shuichi Nagumo, qui commandait la force de frappe des porte-avions, serait plus tard relevé de son commandement et envoyé à un poste de l'arrière-pays. Il s'est suicidé en juillet 1944 pendant la bataille de Seppan plutôt que de faire face à la capture. Le contre-amiral Tamon Yamaguchi qui est descendu avec le Hiryu était considéré comme l'un des officiers les plus brillants de la marine impériale. Sa mort a privé le Japon d'un chef qui aurait pu sauver quelque chose des désastres qui ont suivi. Pour nous, les pilotes américains qui avons participé à la bataille, la victoire était douce amère. L'escadron de torpilleurs 8 avait été anéanti. Seul insigne George Gay a survécu sur 15 équipages. L'escadron de torpilleurs 6 de l'Enterprise a perdu 10 de ses 14 avions. L'escadron de torpilleurs 3 du Yorktown a perdu 10 de ses 12 avions. Les escadrons de bombardiers en piqué ont également subi des pertes. Sur les 115 avions américains qui ont attaqué les porte-avions japonais le 4 juin, 54 ont été perdus. Le coût de la victoire avait été élevé. Mais nous, les pilotes qui avons survécu, savions que nous avions accompli quelque chose d'extraordinaire. Je suis revenu à l'Enterprise blessé à l'épaule par des chasseurs japonais pendant mon évasion, avec moins de 19 litres de carburant restant. Certains pilotes ont manqué de carburant et ont améri dans l'océan. 10 pilotes de mon groupe n'ont jamais été retrouvés. Mais nous, les survivants, savions ce que nous avions accompli. Nous avions détruit la force de frappe des porte-avions japonais. Nous avions renversé le cours de la guerre du Pacifique. Le timing de l'attaque, cette fenêtre de 5 minutes où tous les facteurs se sont alignés, était à la fois chanceux et mérité. Chanceux que j'ai repéré le destroyer Arashi.
Chanceux que les porte-avions japonais tournaient face au vent pour les opérations de lancement exactement au mauvais moment. Chanceux que la patrouille aérienne de combat japonaise était au niveau de la mer en train de poursuivre les torpilleurs. Mais la chance a été gagnée par ma décision de continuer la recherche, par les équipages de torpilleurs qui se sont sacrifiés pour attirer les chasseurs japonais en bas, par les cryptographes qui ont déchiffré le code japonais, par l'amiral Nimitz qui a positionné nos porte-avions au nord-est de Midway sur la base de ces renseignements. Si vous voulez en savoir plus sur ces moments décisifs de l'histoire, rejoignez la communauté du conflit en vous abonnant et en activant les notifications. Nous explorons ces batailles qui ont changé le monde, ces décisions qui ont façonné notre présent. Partagez cette vidéo avec ceux qui apprécient l'histoire militaire authentique et détaillée. Le correspondant de guerre Robert Sherrod écrirait plus tard que Midway était la bataille la plus cruciale de la guerre du Pacifique, plus importante que Guadalcanal, plus importante qu'Iwo Jima ou Okinawa. Midway a décidé qui contrôlerait le Pacifique. Après le 4 juin 1942, cette question était réglée. Les États-Unis contrôleraient le Pacifique. Le Japon mènerait une guerre défensive, perdant bataille après bataille, île après île, jusqu'à ce que les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki forcent la reddition en août 1945. Les répercussions de ces 5 minutes ont continué pendant des années. En juillet 1945, alors que le Japon se préparait à l'invasion américaine attendue des îles principales, les planificateurs militaires ont calculé qu'ils pourraient éventuellement repousser une tentative de débarquement. Mais sans puissance aérienne de porte-avions, sans supériorité navale, sans ressources pour soutenir une défense prolongée, la défaite était certaine. Les kamikazes de 1945, les attaques suicides qui ont jeté des pilotes et des avions dans des tentatives désespérées de couler des navires américains, étaient des symptômes de la perte complète de capacité d'aviation navale du Japon. Les pilotes formés étaient morts, tués à Midway et dans les batailles qui ont suivi. Les pilotes désespérés et à peine formés qui les ont remplacés ne pouvaient rien faire d'autre que faire s'écraser leurs avions contre les navires américains. L'amiral Yamamoto, qui avait planifié l'opération Midway, ne s'est jamais remis de la défaite. Il a continué à commander la flotte combinée, mais sa santé a décliné. Il est devenu de plus en plus fataliste. En avril 1943, les cryptographes américains ont intercepté un message détaillant la tournée d'inspection de Yamamoto des bases avancées. L'amiral Nimitz a autorisé une mission d'assassinat. Le 18 avril 1943, des chasseurs P-38 américains ont intercepté l'avion de transport de Yamamoto au-dessus de Bougainville et l'ont abattu. L'architecte de Pearl Harbor et de Midway était mort. Sa mort était une conséquence directe du décryptage américain, le même avantage qui avait permis la victoire à Midway. Les 5 minutes qui ont commencé à 10h24 du matin le 4 juin 1942 ont démontré une vérité fondamentale de la guerre moderne. La capacité industrielle compte plus que l'esprit combatif. Le renseignement compte plus que la planification opérationnelle. Le côté qui peut remplacer les pertes plus rapidement gagnera. Le côté qui peut lire les plans de l'ennemi gagnera. Le côté qui peut coordonner plusieurs forces même quand les choses tournent mal gagnera. Le Japon est entré dans la Seconde Guerre mondiale en croyant que la formation supérieure, l'esprit combatif supérieur et l'excellence opérationnelle surmonteraient les avantages industriels américains. Midway a prouvé que cette croyance était fausse. Des pilotes américains, beaucoup d'entre eux fraîchement sortis de la formation, pilotant des torpilleurs TBD obsolètes, étaient morts en attaquant les porte-avions japonais. Leur sacrifice n'avait rien accompli directement, mais ils avaient attiré la patrouille aérienne de combat japonaise au niveau de la mer. Ils avaient créé les conditions pour que nous, les bombardiers en piqué, réussissions. Le système a fonctionné même lorsque des composants individuels ont échoué. Le système japonais, malgré toute son excellence en formation et en esprit combatif, ne pouvait pas s'adapter. Quand les porte-avions ont été touchés, quand les incendies ont commencé, quand l'amiral a dû abandonner son navire amiral, toute la structure de commandement s'est effondrée. Il n'y avait pas de redondance. Il n'y avait pas de profondeur. Les porte-avions ont été perdus non seulement à cause des bombes américaines, mais à cause de vulnérabilités dans leur conception. Les conduites de carburant d'aviation couraient exposées à travers les ponts-hangars. Les bombes et les torpilles étaient stockées sans protection adéquate. Les systèmes de contrôle des dégâts étaient inadéquats. Les porte-avions pouvaient livrer des attaques dévastatrices, mais ils ne pouvaient pas encaisser un coup. Le contraste s'étendait à la planification stratégique. Le plan de l'amiral Yamamoto pour Midway était complexe, impliquant plusieurs forces attaquant en séquence avec des diversions et des feintes conçues pour confondre les Américains. Mais la complexité crée la vulnérabilité. Quand les Américains connaissaient les plans japonais grâce au décryptage, la complexité travaillait contre le Japon. Les forces étaient divisées. Les cuirassés étaient trop éloignés pour soutenir les porte-avions. La force d'invasion ne pouvait pas soutenir les porte-avions. La diversion des Aléoutiennes a éloigné des forces qui auraient pu faire une différence à Midway. La planification américaine était plus simple. L'amiral Nimitz a positionné nos porte-avions au nord-est de Midway. Il a attendu que les Japonais attaquent. Puis il a frappé avec tout ce qui était disponible. Les attaques étaient mal coordonnées. Les escadrons sont arrivés séparément, mais suffisamment d'attaques ont réussi pour détruire les porte-avions japonais. Une planification simple exécutée imparfaitement était plus efficace qu'une planification complexe qui nécessitait que tout fonctionne parfaitement. Les leçons de Midway façonneraient la guerre navale pour le reste du XXe siècle. Les porte-avions seraient les navires capitaux dominants.
Les cuirassés, malgré tout leur blindage et leur puissance de feu, étaient obsolètes. Le porte-avions qui pouvait lancer des frappes aériennes à des centaines de kilomètres contrôlerait les mers. La nation qui pouvait construire des porte-avions plus rapidement qu'ils ne pouvaient être coulés gagnerait les guerres navales. Les États-Unis ont construit 115 porte-avions pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Japon en a construit 25. Ce ratio a décidé de la guerre du Pacifique. Nous, les pilotes de bombardiers en piqué qui avons attaqué les porte-avions japonais le 4 juin 1942, ne pouvions pas savoir que nous participions à un moment charnière de l'histoire. Nous étions concentrés sur la frappe de nos cibles, sur la survie aux tirs anti-aériens, sur le retour à nos porte-avions. Je m'inquiétais de savoir si j'avais assez de carburant pour atteindre l'Enterprise. Le lieutenant Richard Best, qui était sorti de son piquet sur le Kaga pour attaquer l'Akagi à la place, s'inquiétait des chasseurs japonais qui le poursuivaient. Le commandant Max Leslie, qui a mené les bombardiers en piqué du Yorktown contre le Soryu, s'inquiétait des avions qu'il avait perdus. Mais les historiens reconnaîtraient plus tard que nous, en 5 minutes de combat, avions accompli ce que des armées se battant pendant des années ne pouvaient pas faire. Nous avions brisé l'échine de la puissance navale japonaise. Nous avions inversé l'élan de la guerre du Pacifique. Nous avions créé les conditions pour la victoire alliée. L'amiral Nimitz écrirait plus tard que la guerre aurait pu durer 3 ans de plus sans la victoire à Midway. 3 ans de combats supplémentaires, 3 ans de pertes supplémentaires, 3 ans de souffrances supplémentaires. Les pilotes japonais qui sont morts dans les flammes à bord de l'Akagi, du Kaga, du Soryu et du Hiryu étaient aussi compétents et dévoués que n'importe quels aviateurs de l'histoire. Ils s'étaient entraînés pendant des années. Ils avaient une expérience de combat que peu pouvaient égaler. Ils avaient exécuté des attaques impeccables sur Pearl Harbor, Darwin, Ceylan. Mais le 4 juin 1942, ils ont été pris sur les ponts de leur porte-avions, incapables de lancer, incapables de se défendre, incapables de survivre. Leur compétence et leur dévouement ne pouvaient pas les sauver des bombes américaines frappant leur porte-avions au moment précisément mauvais. Le commandant Fushida, qui a survécu à Midway malgré ses chevilles cassées, passerait le reste de la guerre comme officier d'état-major. Il écrirait le récit japonais définitif de la bataille, publié en 1955 sous le titre Midway, la bataille qui a condamné le Japon. Dans son livre, Fushida a reconnu que les Américains avaient obtenu une surprise complète, que les porte-avions japonais avaient été pris à leur moment le plus vulnérable, que la bataille avait décidé du sort du Japon. Il a donné crédit aux renseignements américains pour avoir déchiffré le code japonais, aux pilotes américains pour avoir mené leurs attaques malgré des pertes dévastatrices, au commandement américain pour avoir positionné correctement les forces. Les 5 minutes qui ont détruit la chance du Japon de gagner ont commencé à 10h24 du matin et se sont terminées à 10h29 du matin. En ces 5 minutes, 3 porte-avions ont été mortellement endommagés. Dans les heures qui ont suivi, tous les 3 couleraient. À la fin de la journée, les 4 porte-avions japonais qui avaient attaqué Pearl Harbor seraient partis. La force de frappe qui avait dominé le Pacifique pendant 6 mois était anéantie. Je suis revenu à l'Enterprise avec 52 trous de balles dans mon avion, une blessure à l'épaule et presque pas de carburant. J'avais pris la décision tactique la plus importante de la guerre du Pacifique. Mon choix de continuer la recherche, de suivre le sillage du destroyer, d'attaquer quand l'opportunité s'est présentée avait changé l'histoire. Je recevrai la Navy Cross pour mes actions, mais je n'ai jamais prétendu être un héros. J'ai simplement fait mon travail. Cette modestie caractérisait la réponse américaine à Midway. Nous, les pilotes qui avons survécu, ne nous sommes pas vantés de notre réussite. Nous avons pleuré les camarades qui ne sont pas revenus. Nous nous sommes préparés pour la prochaine bataille. Nous comprenions que Midway était une victoire dans une longue guerre, mais c'était la victoire qui a rendu toutes les victoires suivantes possibles. Les 5 minutes qui ont commencé à 10h24 du matin le 4 juin 1942 ont démontré que les guerres ne sont pas décidées par des batailles uniques, mais par l'accumulation d'avantages. Avantages de renseignement, avantages industriels, avantages de formation, avantages technologiques. Le côté avec plus d'avantages composé dans le temps gagnera. Le Japon avait un avantage de formation et une excellence tactique. L'Amérique avait tout le reste. Ces 5 minutes ont rendu cette différence brutalement claire. À partir de ce jour, le Japon a mené une guerre défensive qui ne pouvait pas gagner. L'Empire qui avait conquis la moitié de l'Asie et du Pacifique en 6 mois passerait les 3 années suivantes à perdre tout ce qu'il avait gagné. La puissance industrielle que l'Amérique a déployée, les ressources apparemment infinies, les porte-avions, avions et pilotes de remplacement broieraient la résistance japonaise jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que des bombes atomiques et la reddition. Les 5 minutes qui ont détruit la chance du Japon de gagner ont été les 5 minutes les plus conséquentes de la guerre du Pacifique. Elles ont été la charnière sur laquelle tout le conflit a tourné. Avant 10h24 du matin le 4 juin 1942, le Japon avait une chance, aussi mince soit-elle, de négocier une paix favorable. Après 10h29 du matin, le Japon avait déjà perdu. Tout ce qui a suivi était simplement l'élaboration de cette conclusion inévitable. Les bombes qui sont tombées sur l'Akagi, le Kaga et le Soryu en ces 5 minutes ont décidé non seulement de la bataille de Midway, mais de l'issue de la guerre du Pacifique. Ce n'était pas le résultat d'une supériorité américaine en courage ou en esprit combatif. Les pilotes japonais qui sont morts dans les flammes étaient aussi braves que n'importe quel guerrier de l'histoire. C'était le résultat du renseignement, de la préparation, de la capacité industrielle et de l'accumulation de petits avantages.
Les décrypteurs qui lisaient les messages japonais, les ouvriers des chantiers navals qui ont réparé le Yorktown en 72 heures, les équipages de torpilleurs qui sont morts en attirant les chasseurs japonais en bas, le destroyer qui se trouvait naviguer vers le nord-est exactement au bon moment pour me conduire à ma cible. Tous ces facteurs se sont combinés pour créer 5 minutes qui ont changé le monde. Interrogé plus tard sur ma décision de continuer la recherche, je n'avais pas le choix. Mes ordres étaient de trouver et de détruire les porte-avions japonais. Je les ai trouvés. Je les ai détruits. C'était mon travail. Le fait que mon jugement dans ces moments critiques, quand le carburant était faible et que l'océan semblait vide, et décider du sort des nations faisait simplement partie de la guerre. Parfois, les décisions individuelles comptent plus que quiconque ne pourrait le prédire. Parfois, 5 minutes comptent plus que 5 ans. Parfois, le choix d'un seul pilote de tourner vers le nord au lieu du sud change le cours de l'histoire. Les porte-avions japonais Akagi, Kaga et Soryu ont brûlé pendant des heures avant de couler. Les incendies qui ont commencé à 10h24 du matin ne pouvaient pas être contenus. Le carburant d'aviation, les bombes, les torpilles stockées dans tous les navires continuaient d'exploser. Les cloisons s'effondraient. Les ponts se déformaient. Les hommes piégés sous les ponts mouraient dans les flammes ou se noyaient lorsque les compartiments s'inondaient. Les navires qui avaient semblé invincibles en décembre 1941 étaient partis à l'aube du 5 juin 1942. 5 minutes. 300 secondes. Le temps qu'il faut pour faire une tasse de café. Le temps qu'il faut pour marcher dans un pâté de maison. Le temps qu'il faut pour changer le monde. À 10h24 du matin le 4 juin 1942, le Japon avait encore une chance. À 10h29 du matin, cette chance était partie, consumée par les flammes brûlant à bord de 3 porte-avions au milieu de l'océan Pacifique. Rejoignez-nous sur Du Conflit pour plus d'histoires qui ont façonné notre monde. Abonnez-vous maintenant et découvrez comment des moments décisifs comme celui-ci continuent d'influencer notre présent. Du Conflit.